sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, Zora Bitan, Étienne Liebig, Elina Dumont, vous êtes nos GG via Twitter avec le hashtag GGRMC au 32-16 en direct, les mails qui arrivent sur rmc.fr, vous commentez, vous discutez de l'actualité en direct jusqu'à midi. Les amis, c'est l'heure du monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a une étude qui concerne la fonction publique. Ce ricanement satanique, c'est celui d'Étienne Liebig. Oui, je sais de quoi on va parler. 310 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures et attention, c'est pas une étude d'affreux libéraux, c'est une étude de l'inspection générale des finances. Qui n'a pas étudié tous les fonctionnaires, mais qui a étudié le travail de 1,1 million d'agents de la fonction publique. Donc ça ne concerne pas les profs, ni les magistrats, ni les militaires, ni les gendarmes. Et on s'aperçoit que sur 1,1 million d'agents, il y en a 310 000 qui travaillent moins de 35 heures. Et sur ces 310 000 qui travaillent moins de 35 heures, 190 000 n'ont pas à supporter de conditions de travail difficiles. Autrement dit, il n'y a aucune raison que 190 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures. On parle beaucoup toujours d'égalité dans ce pays. On voit bien que sur le temps de travail, il n'y en a pas à ce sujet. On va rappeler qu'Emmanuel Macron avait promis de supprimer 50 000 fonctionnaires d'ici à 2022 dans la seule sphère de l'État fonction publique. Eh bien justement, si on faisait travailler ces 190 000 fonctionnaires 35 heures, eh bien l'objectif de Macron serait atteint. Donc ça permettrait de réduire le nombre de fonctionnaires puisqu'on ferait travailler un peu plus ceux qui sont là. Alors qui sont ces fonctionnaires qui ne travaillent pas assez ? C'est ça la question. La question qu'il faut dans la poser. fonction publique d'État. Voilà. C'est ce que j'allais dire déjà, c'est quelle fonction publique ? Parce qu'il y en a 3. Donc État, hospitalière et territorial. Ça c'est la première chose, donc ça veut dire qu'il y a 30% sur les 1,5 million qui travaillent pas 35 heures. Dans les collectivités territoriales, jusqu'à nouvel ordre, on travaille 35 heures, il y en a qui sont à 39. Non, il y a des mairies qui sont à 32 heures et qui l'assument. Par exemple, la mairie de Paris n'est pas à 35 heures. Il y a eu des accords en ce sens. Là où je suis, nous, c'est 35 heures. Là où je connais d'autres gens, c'est 37 avec des RTT. Bon, bref. Mais cette étude, elle montre quoi ? Elle montre que une fois de plus, c'est pas la quantité de fonctionnaires, c'est la qualité, le travail et le service rendu. C'est vrai que le temps de travail, ça peut permettre de diminuer le nombre de fonctionnaires, mais ça peut pas être l'ensemble des fonctionnaires. On peut pas dire les fonctionnaires comme un tout. Il y a des fonctionnaires qui travaillent 40-45 heures. Ceux qui sont cadres de direction et qui ont des grosses unités comme la petite enfance, comme le scolaire, le périscolaire. Il y a la préfecture, ceux qui sont au service des étrangers, etc. Il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures. On ne parle jamais de ces gens-là. Ceux qui travaillent dans le social, qui ont des astreintes le week-end, ceux qui peuvent être appelés tout le week-end pour intempéries, ceux qui sont mobilisés pour la canicule, toutes les vacances, tout l'été, etc., etc. Donc, il y a indéniablement un ménage à faire dans le management, dans le temps de travail, dans la méritocratie à l'intérieur de la fonction publique, mais on ne peut pas, aujourd'hui, comme un tout, jeter la fonction publique d'un seul revers de la main. Parce que si tu dis ça, on tue le débat. On parle de ceux qui ne travaillent pas assez. Mais c'est là où il faut taper. On s'aperçoit par exemple qu'il y a des situations dérogatoires dans la fonction publique. Par exemple, vous connaissez les jours de fractionnement. Les jours de fractionnement, ça permet à un fonctionnaire de recevoir un jour de congé en plus s'il pose 5 jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril. Je ne savais pas qu'il y avait les jours des ministres aussi. Il y a les jours des ministres. Il y a les jours des maires, ça on le sait. Par exemple, à la mairie de Paris, tu as tes vacances, mais aussi tu as 4 jours, je crois, de la maire qui te donne 4 jours. On ne sait pas pourquoi c'est justifié. Et il y a quand même des ministères où c'est particulièrement vrai. C'est le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Donc on voit qu'il y a sans doute un ménage à faire. Mais est-ce qu'on a le courage politique de le faire ? Apparemment, c'est prévu. Il y a une réforme qui va arriver là, qui est plutôt... Non, mais moi, je l'ai lu. C'est plus... Ce que propose le président de la République dans la réforme, le gouvernement, en tout cas, c'est assez intéressant. Il y a une ouverture, il y a des champs possibles pour les fonctionnaires qui ont envie de quitter la fonction publique dans de bonnes conditions. Et, non, moi, je trouve que là, pour le coup, je suis assez d'accord avec le gouvernement sur la réforme de la fonction publique. On est d'accord qu'on est en train de parler de gens qui respectent leurs horaires de travail. C'est-à-dire, c'est dans leur convention qu'il est inscrit qu'ils peuvent faire moins de 35 heures.
Moi, très sincèrement, C'est une réflexion aujourd'hui qu'il y a plus globalement sur le temps de travail. Je travaille avec beaucoup de fonctionnaires, que ce soit au niveau hospitalier ou etc. Je vois des gens qui bossent autour de moi, hein, donc je sais pas. Oui, moi aussi. Maintenant, je suis incapable de vous dire s'ils ont une convention spécifique qui leur permet de travailler 32 heures ou 33 heures. Personnellement, je trouve ça pas normal s'il n'y a pas des difficultés spécifiques. Je pense que tout le monde doit travailler 35 heures. Légalement, c'est 35 heures. Normalement. On est payé 35 heures. Alors, je sais que tout ça, ce sont des acquis qui sont, par exemple, il y a des gens, je sais que il y a des gens, s'ils prennent pas leurs vacances en juillet et août, ils ont droit à 5 jours de plus en dehors, parce qu'en juillet et août, comme il y a personne pour bosser, tout le monde part. S'ils partent pas, ils rendent service au service. Et donc ils peuvent prendre. Mais la question est de savoir. Donc c'est vrai, il y a des avantages qui sont acquis, qui datent de la façon dont la fonction publique s'est construite en 30 ans, 50 ans, et qui sont encore là aujourd'hui. Et peut-être qu'ils n'ont plus. Alors c'est toujours plus compliqué de retirer un avantage acquis. C'est monstrueusement Sinon on te dit difficile. oui, mais vous comprenez, c'est le pacte de la résistance de 1945. Oui, très bien, mais enfin en 2019, la France n'est plus la même. Non, mais si tu veux, les 190 000 qui travaillent moins que le seuil légal sans aucune justification, peut-être en droit à un moment de demander des justifications ou de remettre tout le monde, si tu veux, sur 32 heures, il n'y aura pas de problème. Sauf que tu peux pas être dans un pays, où il y a des gens qui travaillent 50 heures et d'autres qui travaillent 32 heures, et on leur demande finalement de contribuer de la même façon à l'effort commun. Non, mais c'est clair. Retraite, santé. Non, mais il est évident que pour l'ensemble de la fonction publique, dans sa totalité, il faudrait remettre à plat. Je pense que là, le gouvernement tire à tirer sur la ficelle en faisant des propositions, mais il faut qu'ils aillent au plus loin. Ceux qui décident d'y rester, il n'y a pas de traitement de faveur, même si la fonction publique, c'est servir l'intérêt général. Il faut revenir à ce sens essentiel qui est servir l'intérêt général. C'est pas une boîte privée où on vend des ordinateurs ou des verres. Il y a quand même un engagement pour les autres. Il faut revaloriser ce choix de vie. Ça, c'est une première chose. Peut-être diminuer le nombre de fonctionnaires, c'est évident, le redéployer sur des secteurs où il y a beaucoup moins de monde, mais voilà, c'est un chantier, quoi. Elina. Là, on vient de parler des fonctionnaires qui, au fond, n'arrêtent pas de bosser. Et ceux-là dont vous parlez, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Par exemple, tous ceux qui sont à Bercy, c'est peut-être ceux-là, qui travaillent pas. Non, mais je suis désolé. Parce que tu vois, dans le cas de figure, les gens dont on parle, les 310 000 agents publics qui travaillent moins que le seuil légal des 35 heures, avec 190 000 sans aucune justification. Ça concerne 149 000 fonctionnaires à l'éducation nationale, 5 300 à la justice. Alors on a les électroniciens et techniciens à l'aviation civile, on a le ministère des Armées aussi. Voilà, c'est dans ces ministères-là qu'il faut aller regarder. L'éducation nationale, ils travaillent comme des malades. C'est pas possible. Non, mais là, vous noterez que quand même. Pas tous. Excuse-moi, mais dans l'éducation nationale, autant le professeur des écoles qui, toute la journée, de 8h du matin à 16h30, à 30 gosses de 4 ans, je suis désolé, le professeur d'université. Le prof agrégé. Le prof agrégé, ils sont pas les mêmes. Mais il y a plus. Le prof d'université, c'est vrai qu'il a beaucoup de suivi de mémoire, etc. Que le prof agrégé qui reste en collège, par exemple. Et qui est beaucoup mieux payé que le professeur des écoles. Il peut faire lundi, mardi, mercaussi bien et se barrer. Non, mais de toute façon, il y a des disparités, énormes. Une infirmière en hôpital, elle n'est pas aussi bien payée qu'un fonctionnaire de Bercy. Une fois que l'inspection générale des finances a rendu ce rapport, qui doit recouper celui de la Cour des comptes, et à mon avis, t'en trouves d'autres, des rapports comme ça, faits par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, pour une fois, le gouvernement est en train de proposer une refonte, une réforme de la fonction publique. Moi, je la suis de très près. Je trouve que là, pour le coup, moi qui suis pas macroniste du tout, mais en tous les cas, là-dessus, il y a des pistes intéressantes de réflexion. En tout cas, des réformes qui vont arriver demain à suivre au Parlement. Dans le nouveau gilet jaune. Dans le monde de Macron, on a les suites de l'enquête sur la blessure de Geneviève Leguet. Vous savez, à Nice, la manifestante. Hier, le procureur nous a dit qu'elle n'avait pas été touchée par les forces de sécurité. Madame Leguet avait aussi dit aux enquêteurs qu'elle ignorait que la manifestation était interdite sur place. Toujours est-il que la famille n'en reste pas là et elle porte plainte contre l'État, contre le préfet, contre la police. Oui, on a bien vu que pour le mouvement Attaque, puisque c'était une militante d'Attaque, là, on tient un combat politique. Alors, ce que dit le procureur, il dit deux choses. Elle n'est pas tombée toute seule.
Donc c'est quand même bien la charge des forces de l'ordre qui ont entraîné sa chute indirectement. Alors elle a été bousculée par quelqu'un, on ne sait pas encore par qui. Visiblement, c'est pas très visible sur les images, mais ce que dit le procureur, c'est que sur les images, il voit pas d'agent de sécurité. De contact direct. Touchant directement cette dame qui était, semble-t-il, dos aux forces de l'ordre au moment de la charge. Donc elle s'est pas rendue compte. Alors après, le procureur a rappelé qu'il y avait eu des sommations, il y a eu des appels à dispersion. Chez Attaque, on dit oui, mais à ce moment-là, on chantait, donc on l'a pas bien entendu. Ça semble quand même un peu léger comme argument. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois de plus, on a quand même... Alors bien sûr, c'est terrible ce qui est arrivé. Elle a une plaie derrière la tête de 3 cm. Bon, elle n'est pas dans le coma. Elle a pu être entendue par les enquêteurs. Bien entendu, tout le monde souhaite son prompt rétablissement. Mais c'est vrai qu'on transforme quelqu'un qui finalement va dans une manifestation interdite, à qui on dit il faut partir, en victime du maintien de l'ordre. Donc c'est compliqué d'avoir quand même une position très définitive là-dessus. Hier, j'ai écouté une vidéo de cette dame qui a été prise bien avant l'incident, où elle dit clairement, d'abord elle est très déterminée, elle sait pourquoi elle est là, elle a conscience que c'est interdit, elle le dit elle-même, et elle dit à un moment, donc la personne qui l'interviewe d'une autre chaîne lui dit, est-ce que vous savez que c'est interdit, il y a eu des appels, elle dit, oui, mais enfin on a chanté, comme ça on n'a rien entendu, bon, bref, elle est très consciente de là où elle est, et de pourquoi il y est, et d'ailleurs elle énumère tous ses combats, l'antiracisme, l'écologie. Mais c'est une militante. Elle l'a dit. Et de longue date, quoi. Pacifique. Hein. Voilà, pacifique, bien sûr. D'ailleurs, elle n'a pas l'air de quelqu'un du tout de violent. Elle se trouve au milieu d'un endroit où, même moi, si j'y étais allé, je m'amuse, je me fais bousculer. Ça peut arriver, j'ai un mouvement de foule, n'importe où, etc. On me blesse. C'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute. Ça peut pas être ni le voisin, ni le bitume, ni la charge. Moi, j'étais à la première manif des Gilets jaunes aux Champs-Élysées. Je peux vous dire que par moments, ça courait, ça chargeait, etc. Moi, on va dire que je supporte pas la violence. Donc, j'ai bien pris soin de me mettre à l'écart tout le temps. Parce que les mouvements de foule, on sait jamais. C'est-à-dire que la police charge. J'avais pas envie de me retrouver trempé avec les lances à eau. Voilà, bon. En tous les cas, je me suis senti responsable de mon acte de me rendre sur les Champs-Élysées, etc. Donc, il va falloir arrêter quand même et là, pour le coup, le président de la République, c'était peut-être pas la peine qu'il fasse toujours ces phrases qui servent aux autres pour se faire taper. C'était peut-être pas la peine qu'il dise quoi que ce soit. Après tout, des gens qui ont été blessés sur les manifs, il y en a eu des tonnes. Il n'y a pas eu qu'elle. Je vois pas pourquoi pour elle, il faudra en faire des tonnes. Là, de toute façon, il y a plein de contre-préfets, plein de contre les forces de l'ordre. Il y a la polémique politique qui est... C'est Macron qui a créé derrière, si tu veux, la polémique politique en plus. Je pense quand même, à la vue de la vidéo, je pense qu'il y a un problème de proportionnalité. Les gens qui étaient là à cet endroit-là, même si la manif est interdite, ce n'était pas nécessaire de charger de cette façon-là. Moi, je crois qu'il y a... Il y a eu 3 sommations. Hein. En disant évacuez, poussez-vous. Moi, dimanche, avec mon scooter, je suis passé à côté d'une voiture de police. Le mec m'a incendié, mais il m'a traité de tous les noms. Quel mec? Le policier qui était dans la voiture. Mais tu vois rien, tu vois pas que t'as pas le droit de passer les bleus, tu le vois pas, connard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas vu qu'il y avait une course de vélo devant et que le gars il protégeait les mecs en roller, je crois. Mais au lieu de me dire, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez repasser derrière, il me crache dessus comme si j'aimais. Alors vraiment, bon. Et je crois qu'il y a, alors peut-être les policiers sont énervés, tout ce qu'on voudra, je crois qu'il y a une disproportion, je suis pas gilet jaune, hein, mais je crois qu'il va falloir mesurer. Là, les gens, le film que je vois pas des gens qui sont en train de casser les boutiques, je vois pas des gens qui sont en train de mettre le feu, je vois des gens qui sont réunis sur une place, qui discutent et qui chantent, je vois effectivement... Mais à qui on dit par 3 fois, d'accord, mais la police peut à un moment ils avancent, voilà. Doucement, et dire s'il vous plaît... En fait, il y avait des plots, il y a des plots on reconnaît que c'est un petit fait divers, c'est malheureux pour cette dame, et on en fait une affaire nationale. Je continue parce que au moins je peux pas être taxé moi d'être gilet jaune. Je continue et je dis que ce qu'a dit Macron est complètement con, parce que au contraire,
Formidable qu'une femme de 73 ans soit militante. Formidable qu'elle ait la niaque encore de se battre. D'autant plus qu'on est en train de dire qu'il faut absolument que les personnes âgées continuent de vivre et de s'animer. C'est un exemple, c'est un modèle. Formidable. Elle est exactement ce qu'on rêve. C'est mieux que de regarder Question pour Alain Champion et d'aller au pieu avec une bouillotte. C'est très bien, Au pieu avec une bouillotte. Parfait. Que les personnes âgées, que les seniors qui vont au pieu avec une bouillotte nous appellent. Dans un instant, les grandes gueules reviennent. Restez avec les GG en direct sur RMC et RMC Story. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.